Bonjour à tous. Je m'appelle Benoît Chalancon, je suis infirmier. Je suis coordonnateur paramédical de la recherche sur l'hôpital du Vinatier, une sorte de case manager des infirmiers qui souhaitent faire de la recherche. Enfin des infirmiers, pas que des infirmiers, de l'ensemble des professionnels paramédicaux. Et je suis également doctorant en santé publique. Voilà. Je félicite la direction d'avoir organisé ces journées. C'est vraiment un bon plan, hein, un bon plan parce qu'on réussit à créer des liens avec combien 26, 36 centres hospitaliers différents répartis sur l'ensemble de la France. Je trouve ça vraiment remarquable. Je trouve que cette session de Icebreaker a permis en plus d'activer notre compétence de connectedness. On va en parler un petit peu dans le plan de protection, hein, cette capacité à réussir à créer du lien entre les uns et les autres, cette capacité à réussir à s'exprimer librement. Voilà, donc, bravo. On aura aussi également pu discuter avec Jérôme Brunelin de la question des intrications des facteurs, par exemple, de cortisol dans la question de la prévention du suicide, hein, dont on va débattre aujourd'hui. Et puis, évidemment, avec l'équipe de Dijon, dans la perspective très réhabilitation dont fait partie le plan de protection. Alors, on va parler de ce plan de protection à travers un protocole de recherche qui s'appelle Protect. Donc, je suis le coordonnateur investigateur et que je pilote au quotidien avec Aurélie Vacher, qui pilote avec moi ce protocole. Alors, ce protocole d'étude, il a été financé aux appels à projets des PHRIP en 2020. Et l'occasion est trop belle de vous voir tous aujourd'hui rassemblés pour m'adresser peut-être pas seulement qu'aux professionnels, mais aussi simplement aux personnes qu'on est tous et toutes, puisque la question de la prévention du suicide peut parfois nous concerner au-delà de nos fonctions professionnelles. Donc c'est l'occasion aussi de se dire un mot, de se rappeler qu'il existe aujourd'hui maintenant en France le 3114 et qu'on peut tous l'appeler. Numéro 3114, c'est un numéro national de prévention du suicide, qui est une ligne d'écoute gérée par des professionnels de santé, qui ne ferme jamais et qui est là pour entendre toutes les difficultés qu'on peut avoir avec la prévention du suicide. Et parfois, nous, les professionnels de santé, on pourrait se sentir à tort non concernés par ça, mais voilà, en cas de besoin, le 3114 est là aussi pour nous. Voilà. Alors, à l'image de vous aujourd'hui dans cette assemblée, hein, ce projet de recherche est également composé de beaucoup d'interdisciplinarité. Et on voit qu'il y a un comité scientifique, je ne vais pas vous présenter un par un, mais voilà, qui regroupe beaucoup de disciplines, beaucoup de talents, beaucoup de compétences différentes qui ont permis à ce projet d'être mis sur pied. Et comme c'est un projet de recherche paramédicale, on a également mis sur pied un comité scientifique paramédical élargi, hein, qui est composé principalement d'infirmiers dont la compétence en prévention du suicide est remarquable et également des personnes concernées qui la composent. Et puis je suis fier, je crois que je peux le dire comme ça, des fois c'est un gros mot quand je le dis, mais j'assume, je suis assez fier de vous montrer aussi que les co-investigateurs répartis dans les 20 services d'urgence et 11 dispositifs vigilance sont dans les 3/4 des cas des infirmiers et des psychologues. Des professionnels paramédicaux ont assumé de prendre la responsabilité du pilotage de cette étude dans leur service, et on ne peut que s'en féliciter, parce que c'est véritablement des responsabilités, c'est du job en plus au quotidien, donc je les en félicite aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs centres hospitaliers, là également je ne vais pas tous les énoncer, certains d'entre vous sont concernés dans la salle et j'en profite pour vous saluer. Donc je vais vous présenter un peu le plan, la méthode et puis les perspectives un petit peu de cette étude avec un accent un peu plus précis sur le plan de protection en lui-même. Alors le plan de protection, c'est la façon dont on l'a traduit en équipe. On le retrouve dans la littérature scientifique sous le nom de safety plan. On entend parfois parler de plan de sécurité et depuis le début de l'étude, on entend aussi parler de plan protect. Voilà. Donc c'est un peu sous tous ces termes-là, mais entendez que le plan de protection fait partie de cette façon-là que je vais parler aujourd'hui de l'outil. La première slide nous présente deux études. Une étude internationale qu'on présente beaucoup, qui a été pilotée par Galeyev, une étude anglaise sur des bases de données. C'est une étude robuste qui a été publiée dans une revue remarquable, qui nous précise que quand on réalise un geste suicidaire, la mortalité par suicide survient tout particulièrement dès le premier mois après le passage à l'acte. Dès le premier mois, 3 mois et jusqu'à 6 mois. Du coup, la principale conclusion qu'on tire de cette première étude, c'est qu'il faut mettre le paquet très vite, très proche, et dès le premier mois. D'ailleurs, cette logique du 1 mois, 3 mois, 6 mois, on le retrouve directement
dans les dispositifs vigilance, et je sais qu'il y a plusieurs collègues qui y travaillent, qui sont présents dans la salle aujourd'hui. Alors, c'est des données internationales, et des fois, quand on n'est pas forcément familiarisé avec la recherche, ça peut nous sembler être des données très éloignées. Alors, rassurez-vous, il y a des données françaises, pilotées par une équipe parisienne, qui vient nous confirmer ces données-là, qui nous dit en gros, sur 100 personnes qui réalisent un geste suicidaire, il y en a plus de 12 qui vont répéter ce geste dès la première année, et il y en a les 3/4 qui vont réitérer ce geste suicidaire dans les 3 mois. Une nouvelle fois, cette logique de mettre le paquet à 1 mois, 3 mois, 6 mois, elle est respectée. Alors, quand on prend du recul sur la question dont les équipes de recherche ont travaillé à s'attaquer à la prévention du suicide, en fait, pendant 50 ans, ils se sont attachés à essayer de prédire la crise suicidaire. Et pendant 50 ans, eh ben, ils n'ont pas réussi. Ce qui nous amène ces dernières années à un basculement où on ne cherche plus à prédire la crise suicidaire, mais on cherche à la prévenir. Et c'est précisément dans cette perspective-là que le plan de protection est un outil particulièrement remarquable de prévention de la répétition du geste suicidaire. Alors, ce plan de protection, il s'appuie sur plusieurs modèles. Mais avant de parler de modèles théoriques, en fait, on va parler des personnes qui ont mis au point ces modèles théoriques. Parfois, ça peut nous sembler un peu très éloigné quand on parle de modèles. En fait, il y a 3 Golden Boys qui ont travaillé à soutenir les données qui étayent l'efficacité du plan de protection. On va les découvrir un par un. Le premier, c'est Thomas Joyner, qui a en particulier travaillé sur la théorie interpersonnelle du suicide, qui est un modèle très simple de compréhension de la crise suicidaire. Alors ça nous arrange bien que ce soit un modèle simple parce que la crise suicidaire, en fait, c'est hyper complexe. Il y a énormément de tenants et aboutissants qui sont extrêmement difficiles à réussir à comprendre, à synthétiser et donc à prédire, vous l'aurez compris. Alors Joyner, il nous dit de façon assez simple que les idées suicidaires, elles interviennent à la rencontre de 2 dimensions. La première, c'est celle du sentiment de solitude, celle du sentiment de ne pas être connecté aux autres. Et puis la perception d'être un poids pour autrui, avoir la sensation qu'on subit des événements de vie négatifs sans réussir à pouvoir agir contre ces événements négatifs qui surviennent. Et la tentative de suicide, elle intervient quand la dimension, ou on parle parfois de compétences, de capacité suicidaire, de capacité suicidaire, qui illustre finalement un moment où on n'a plus peur de la mort, où on réussit à se projeter après la mort, et le geste suicidaire intervient à ce moment-là. Et quand on s'intéresse à l'application du plan de protection à ce modèle théorique, eh ben on voit que le plan de protection, il oppose au sentiment de solitude comme une capacité de révéler les liens sociaux, par exemple, puisque dans le plan de protection, on va s'intéresser à identifier des ressources sociales pour nous soutenir quand on va mal. Aux sensations d'être un poids pour les autres, d'être un fardeau, on va opposer la capacité d'un pouvoir d'agir. J'ai maintenant une liste de stratégies que je peux mettre en place face à la crise suicidaire. Et enfin, à la capacité suicidaire, on pourrait lui opposer la safety capacity, la capacité de se mettre en sécurité d'une certaine façon en mettant en place le plan de protection. Alors ce modèle théorique, il y a quelques années, il a encore tout récemment été étudié sous l'angle d'une méta-analyse, donc d'une synthèse de plusieurs articles scientifiques. Et encore aujourd'hui, ce modèle théorique, il est validé et soutenu par les données probantes. Alors lui, c'est le grand chef, si je puis dire. Enfin, c'est comme ça que je le considère. Rory O'Connor, c'est une personnalité remarquable, c'est un chercheur remarquable en prévention du suicide. C'est en particulier le président de l'Association internationale de prévention du suicide. Rory O'Connor, il travaille depuis une dizaine d'années, lui aussi, à mettre sur pied un modèle théorique de la crise suicidaire. Et à ce jour, ce modèle théorique, c'est probablement le plus complet et celui qui fait le plus référence dans les milieux scientifiques en prévention du suicide. Donc, sans surprise, il nous décrit en gros 3 phases. Rassurez-vous, je ne vais pas vous le détailler. Il décrit globalement 3 phases. Une phase qu'il appelle une phase pré-motivationnelle, qui s'appuie sur des éléments de vulnérabilité, sur des événements dits négatifs, qui amènent à l'émergence d'idées suicidaires jusqu'à l'intention suicidaire. Suivra, après l'intention suicidaire, la mise en œuvre du geste suicidaire. Et ce qu'il a mis dans la dernière mise à jour de ce modèle théorique qui date de 2018, si ma mémoire est bonne, c'est la notion de la transition suicidaire. C'est ce qui est entouré en rouge, vous le trouverez.
Et ces éléments de transition suicidaire qu'on pourrait considérer comme des copains de la culpabilité suicidaire, en fait, peuvent être définis par différentes dimensions, comme la question de l'accès immédiat aux moyens suicidaires, comme l'absence de la peur de la mort, comme je vous le disais tout à l'heure, ou encore la notion de l'impulsivité, qui peut précipiter, qui peut faire passer la personne de l'intention suicidaire au geste suicidaire. Et ces éléments de transition suicidaire, ils sont particulièrement intéressants quand on les regarde au prisme des interventions brèves de santé, qui est donc une grande famille dans laquelle appartient le plan de protection, puisqu'il est très probable que le plan de protection puisse venir attaquer ces facteurs de transition suicidaire et en diminuer leur force. Alors notre dernier mousquetaire, si je puis dire, que je voulais vous présenter, c'est Dave Jobs. Alors Dave Jobs, il a lui aussi mis sur pied un outil qui s'appelle la CAMS, qui est globalement un cousin du plan de protection. Voilà. Et ce qui caractérise les travaux de Jobs, c'est la question de l'approche collaborative. Alors, ce n'est pas lui qui le dit, mais il considère qu'il est plus intéressant, plus efficace de travailler avec le patient, en particulier dans la crise suicidaire, en le mettant dans une position de co-auteur, de co-acteur. Voilà. Et donc, il vient critiquer le modèle classique médical, entendez le sens très large, hein, où le thérapeute regarde le patient, discute de la symptomatologie très large, et parfois il est extrêmement gêné ou en difficulté d'aborder directement les idées suicidaires. Et Dave Jobs, il nous dit, non, écoutez, arrêtez ces histoires, asseyez-vous à côté du patient et regardez les choses de façon très honnête, avec beaucoup d'humilité, ce qui se passe réellement pour le patient, et discutons ouvertement de la question de la crise suicidaire, mais aussi des facteurs qui peuvent aider à lutter contre cette crise suicidaire. Donc ça souligne la question de l'approche collaborative, de la notion de co-construction, qui est un élément clé de la réalisation du plan de protection. Alors comme je vous le disais, ce plan de protection, il s'inscrit dans une grande famille d'outils qui s'appelle les interventions brèves de contact, les Brief Intervention and Contact, qui, elles aussi, ces dernières années, jouissent de plusieurs synthèses de la littérature qui disent en gros, ça marche, allez-y. Il y a en particulier une méta-analyse qui a été portée par Riblet, qui est une des rares études à mettre en avant que les interventions brèves de santé sont efficaces pour la mortalité suicidaire. C'est difficile de réussir à mettre sur pied des études qui montrent l'efficacité d'intervention sur un facteur aussi difficile à cerner que la question de la mortalité suicidaire, puisque la fréquence de la mortalité, finalement, elle est assez rare, alors qu'avoir une efficacité sur les tentatives de suicide, d'une certaine façon, c'est un peu plus évident, puisqu'il y a beaucoup plus de tentatives de suicide que de décès par suicide, même si on est bien d'accord, il y en a toujours trop. Notre équipe a publié ce mois-ci dans la revue Santé Mentale un article qui reprend globalement la thématique de ma thèse, qui s'intéresse à la question des mécanismes expliquant l'efficacité des interventions brèves de santé. Et dans cet article, l'idée, c'était aussi de vulgariser les données scientifiques qui soutenaient les interventions brèves de santé. Donc, vous le trouverez dans le dernier numéro de la revue Santé Mentale, puisqu'il est de tradition que les hôpitaux psychiatriques soient abonnés à la revue et que c'est une revue qui diffuse particulièrement bien auprès des équipes. Alors, ces interventions brèves de santé, si on voulait essayer de le définir, le plus simple, c'est de s'appuyer sur Alison Milner. C'est encore elle qui en parle le mieux aujourd'hui, qui définit les interventions brèves de santé comme des interventions qui interfèrent à minima avec les vies quotidiennes des patients dans l'optique de maintenir un lien au long cours, le maintien du lien. Alors ces interventions brèves de contact, vous l'aurez compris, elles peuvent prendre différentes formes. Évidemment, le plan de protection tient une place majeure dans la famille des interventions brèves de santé. On pourrait dire que c'est le grand frère en quelque sorte. Mais il y a aussi des outils d'intervention brève de santé qui sont plus discrètes, comme la question des SMS, des lettres ou des cartes postales chères à nos équipes vigilance, ou encore les numéros verts, ou plus classiquement, et pour le coup toujours très efficaces, les rappels téléphoniques. Les avantages de ces interventions brèves de santé, ils sont nombreux. Ça serait malheureux de le dire comme ça, mais peut-être que le premier, déjà, c'est de se dire que ça ne coûte pas si cher que ça, les interventions brèves de santé. Et ça, c'est particulièrement intéressant quand on regarde les données de mortalité dans le monde par suicide, où on sait que c'est les pays en voie de développement qui sont particulièrement impactés par le décès par suicide. Et d'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé ne s'y est pas trompée, et en particulier avec Alexandra Fleischmann, ça a été la première à mettre sur pied une étude internationale d'efficacité des interventions brèves de santé, dont le Safety Plan faisait partie évidemment, et qui a montré son efficacité.
C'était déjà en 2008. Ce qui est intéressant dans les interventions brèves de santé, c'est ce côté proactif. Et ça, c'est hyper important parce qu'on sait qu'il faut intervenir très vite, très près, pour limiter la répétition et la mortalité par suicide. Vous vous souvenez du schéma de Guleyev, dès le premier mois, très vite, très près. Peut-être une limite à souligner de ces interventions brèves de santé, c'est qu'elles ne sont pas thérapeutiques. Ces interventions brèves de santé, elles s'inscrivent dans une prise en charge plus globale. Le safety plan, le plan de protection, à lui tout seul, il ne soigne pas. C'est un élément qui permet d'accompagner le patient dans la crise suicidaire, mais ça ne se soustrait pas à un accompagnement psychiatre, etc. Alors, le plan de protection, vous me direz à quoi ça ressemble. Eh ben, le voici, donc, dans sa version originale, révisée en 2022 par Stanley et Brown. Donc, ce plan de protection, c'est quoi? C'est une liste progressive de stratégies qui vise à accompagner la personne en crise suicidaire à travers des ressources et des actions concrètes. L'idée, c'est de se dire que le patient, quand il sort des urgences, à 22 h, s'il se retrouve seul à la maison, avec ce plan de protection, il a une liste de stratégies pour réussir à y faire face de façon concrète. Voilà. Alors, à qui on le doit, ce plan de protection? On le doit en particulier à Gregory Brown, qui a été le premier à travailler sur ce plan de protection, puis il a collaboré après avec Barbara Stanley pour réussir à mettre sur pied ce plan de protection. Donc, c'est 2 professeurs de psychologie aux États-Unis. Et pourquoi ils ont beaucoup fait parler d'eux? Parce qu'ils ont eu des résultats absolument fracassants. Ils ont fait une étude qui s'intéressait aux vétérans américains. Ils ont montré que quand on mettait en place le plan de protection, on diminuait quasiment de moitié la répétition du geste suicidaire à 6 mois. Et ils ont même mis sur pied, ils ont même mis en avant un élément de réponse secondaire hyper important qui est la question de l'accès aux soins. Ils se sont rendus compte que quand les patients ils avaient un plan de protection, non seulement ils étaient mieux protégés, mais en plus, ils allaient mieux vers le soin derrière. Et quand on sait que les personnes qui sont en crise suicidaire et qui passent aux urgences ont tendance à particulièrement pas aller aux soins dans les suites, on peut se dire que quand on a un plan de protection, a priori, on gagne pas mal de choses. On diminue les tentatives de suicide et on améliore le suivi. La littérature scientifique ces dernières années s'est enrichie de plusieurs études d'efficacité, ce qui nous a permis du coup de faire des synthèses de son efficacité, des méta-analyses. Celle-ci a été pilotée par Nuige et vient confirmer les données d'efficacité de l'étude initiale. En gros, les planètes s'alignent pour nous dire le plan de protection fonctionne, allons-y en quelque sorte. Alors vous aurez compris que ça marche très fort sur les comportements suicidaires, mais Monica Ferguson, qui fait une revue systématique de la littérature, nous amène à prendre un petit peu de recul sur tous les autres avantages qu'il pourrait y avoir à mettre en place le plan de protection. Réduire le plan de protection à une diminution des comportements suicidaires, c'est peut-être faire un raccourci. Ce qu'elle nous dit dans son article, c'est que ça permet également de réduire les idées suicidaires, et on sait qu'il y a un continuum entre les idées et les tentatives de suicide. Donc ça, réussir à attaquer les idées suicidaires, c'est intéressant. On sait que ça peut réduire les hospitalisations, voire même réduire les passages aux urgences, c'est ce qu'on va essayer de mettre en avant. Que ça permet d'attaquer les syndromes dépressifs et que ça permet également de diminuer le sentiment de perte d'espoir. Vous l'aurez compris, elle confirme qu'on gagne une meilleure adhésion aux soins et les stratégies de gestion de stress, les stratégies de coping sont également mieux mobilisées quand on utilise le plan de protection. Donc, on réussit à mieux s'en protéger. Alors, vous me direz, en France, qu'est-ce qu'il en est de cette question du plan de protection? On n'a rien inventé, hein. Le plan de protection il est déjà connu par certaines des équipes d'urgence. Certains commencent à le mettre en place, mais on n'a aucune donnée ni sur son efficacité, ni sur son implantation. Du coup, ce protocole PROTECT, l'objectif principal, c'était d'abord et avant tout d'évaluer son efficacité. Quand il est mis en place par l'infirmier des urgences, pour des patients qui sont inclus déjà dans le soin habituel, dans vigilance, et on va mesurer son efficacité à 6 mois du geste suicidaire. Le critère de jugement principal, l'élément qu'on va aller regarder à 6 mois, c'est réitération suicidaire ou décès par suicide, qu'on va coter par une échelle. Et cette évaluation-là, elle sera centralisée sur le centre de prévention du suicide, sur l'hôpital du Vinatier. Alors, il y a également plusieurs objectifs secondaires que je ne vais pas énumérer aujourd'hui. On pourra en discuter si vous le souhaitez dans les questions juste après. Ce protocole de recherche, il se décrit en 3 phases distinctes. La première, c'était déjà traduire l'outil. En fait,
il est assez facile de trouver sur Google une traduction du safety plan. Il est plus difficile, voire a priori encore hier, impossible de trouver une traduction validée scientifiquement du plan de protection dans une base de données scientifique. Donc le premier objectif, c'était de faire la traduction du plan de protection, qui en gros, pour faire simple, on s'est appuyé sur des gens dont c'est le métier de faire de la traduction, donc des traducteurs tout simplement, et on s'est appuyé sur des professionnels dont c'est le métier au quotidien d'accompagner des personnes en crise suicidaire. Et on les a fait travailler ensemble pour réussir à tomber sur un consensus d'un outil qui soit fidèle à l'outil original, mais qui ait aussi du sens clinique au pied du patient. Cette traduction, elle a été publiée il y a quelques jours dans une revue L'Encéphale, publication qui est en accès libre, donc vous pouvez y accéder simplement, pour le coup, en tapant sur Google traduction plan de protection dans la revue qui s'appelle L'Encéphale. Et donc, dans la publication en libre accès dans l'Encéphale de notre traduction, vous pourrez évidemment télécharger le plan de protection tel que vous le voyez à l'écran. Donc, il y a une liste de stratégies en 6 étapes. Pour vous donner par exemple 2 étapes. Alors, la première étape, c'est assez simplement en fait s'interroger à identifier les signes annonciateurs de la crise suicidaire. Qu'est-ce qui fait que la crise suicidaire, pour moi, va arriver dans les minutes, dans les heures qui viennent? Les éléments de réponse qu'on peut avoir, c'est les pensées à un événement douloureux comme une séparation, par exemple. Ça peut être des consommations d'alcool, des consommations toxiques. Je vous citerai une deuxième étape qui est l'étape 3, qui sont réussir à identifier des personnes ou des environnements sociaux qui parviennent à me changer les idées. Si je vous parle de cette étape, c'est parce qu'il a été identifié dans les littératures scientifiques que cette étape-là, elle marche particulièrement bien. Se changer les idées, c'est efficace pour réussir à annihiler les idées suicidaires qui sont en cours. Donc, identifier une personne, ça peut être appeler un ami pour parler du dernier match du Paris Saint-Germain, par exemple, mais ça peut également aller se rendre à la salle de sport ou descendre au parc ou aller faire un panier de courses pour se changer les idées. Voilà, ça peut être des choses aussi simples que ça. La deuxième étape de l'étude, et c'est le plus gros morceau, c'est de s'intéresser à mesurer son efficacité. Donc, comme je vous l'ai dit, on bosse avec plusieurs services d'urgence et plusieurs dispositifs vigilance. L'idée, c'était de travailler avec le soin qui est déjà en place, le soin habituel. Aujourd'hui en France, la recommandation, quand on fait une TS, quand on fait une tentative de suicide, c'est d'être inclus dans le dispositif vigilance. Donc, on a cherché à identifier d'abord des dispositifs vigilance qui voulaient travailler avec nous, à qui on a demandé de nous aider à identifier des services d'urgence qui ont une capacité d'inclusion, une pratique de l'inclusion dans les dispositifs vigilance déjà particulièrement opérante. Voilà. C'est ce qui fait qu'on a du coup une sorte de maillage territorial entre services d'urgence et dispositifs vigilance. La méthode qu'on a utilisée pour mesurer l'efficacité s'appelle un step wedge. Je ne rentrerai pas en détail. Simplement, l'idée est, je crois, assez simple. En fait, c'est de se dire qu'on cherche d'abord à avoir une population qui est inclue dans le soin habituel, sans intervention. On veut des patients comme d'habitude, des patients tout blancs, on pourrait dire. La deuxième étape, c'est d'aller former l'équipe des urgences à la mise en place de ce plan de protection. Et du coup, la dernière étape, c'est de recruter des patients en phase intervention, donc qui sont inclus dans le soin habituel vigilance et qui reçoivent en plus le plan de protection. De cette façon, on pourra comparer l'efficacité du plan de protection à une population dans le soin habituel, sans plan de protection, à une population avec le plan de protection. Alors ce module de formation, un petit mot pour dire comment on a mis sur pied ce module de formation propre au protocole de recherche, et donc que tous les services qui participent à l'étude Protect vont bénéficier. On s'est d'abord tout simplement appuyé sur les recommandations des auteurs, puis Aurélie Vacher a réalisé une étude qualitative dans un centre hospitalier français, dans un service d'urgence qui met déjà en place le plan de protection de façon construite, avec une formation, dans l'idée d'aller recueillir auprès d'eux qu'est-ce qu'ils attendraient d'une formation au plan de protection. Et puis le dernier point qu'on a mis en place, c'est une revue de la littérature sur quelle est la meilleure façon de former au plan de protection, qui est actuellement soumise dans une revue de nursing.
Donc on a fait une synthèse de ces 3 éléments-là, et on a construit en quelque sorte un cahier des charges de formation. Et cette formation-là, on l'a essayé, on l'a épuisé, comme on dit, on l'a mis en place d'abord sur une population test. On est allé attraper les équipes de soins de l'hôpital du Vinatier pour du coup arriver à un consensus, arriver à un moment donné où la formation au plan de protection, elle a été considérée comme de bonne qualité. Alors l'activation des différents centres hospitaliers va bon train, si je puis dire. L'activation des différentes équipes identifiées dans le protocole de recherche est définie au hasard, comme si on jetait les dés en quelque sorte. Les premiers, c'est nos collègues stéphanois à avoir été formés. Après, on est allé former Caen, Clermont-Ferrand et nos collègues des HCL. Et tout dernièrement, là, j'étais en début de semaine à Reims. On est allé former Reims, Versailles, Plaisir, à la mise en place du plan de protection. Donc ils ont bénéficié il y a quelques jours de la formation que je viens de vous décrire. Il y aura encore 2 périodes d'activation en phase intervention dans le protocole de l'étude, qui arrivera une durant l'été, juin, juillet, et puis la dernière en fin d'année. Donc ça veut dire que cette année, en 2025, tous les centres participant à l'étude Protect seront formés à la mise en place de l'outil. Donc là, c'est les différentes équipes qui sont réparties dans le design que je viens de vous montrer, avec les Parisiens qui font équipe avec les collègues de Rouen que je salue au passage. Voilà. Alors, qui on veut inclure dans cette étude d'efficacité? On veut inclure des patients adultes, essentiellement, qui consultent dans un service d'urgence pour une tentative de suicide récente, qui date de moins de 48 heures. Et globalement, je ne vais pas vous détailler tous les critères d'inclusion et d'exclusion, on cherche des majeurs qui acceptent d'être intégrés au dispositif vigilance. Voilà. Donc maintenant, si on s'intéresse à comprendre qu'est-ce qui appartient aux soins et qu'est-ce que les patients vont faire en plus du soin pour les besoins spécifiques de l'étude, c'est ce que vous voyez sur la courbe verte. Ils vont recevoir, en plus du soin habituel, un appel téléphonique à 1 mois et à 6 mois, dans lequel on va discuter, entre autres, de la question de la réitération suicidaire, évidemment. Dernière phase de l'étude, c'est une étude d'implémentation. En quelque sorte, c'est une façon de répondre à la question qui dirait « c'est pas tout de se dire que le plan de protection est efficace, on pourrait se demander s'il est bien accepté, bien mis en place par les professionnels, les patients ». Et donc, pour réaliser cette étude-là, on va faire un devis mixte qui mélange des outils quantitatifs et des entretiens qualitatifs qui vont aller discuter de la question de l'acceptabilité, de l'utilité perçue. Donc, ce dernier volet de l'étude, il arrivera donc lui probablement plutôt du côté de 2026. OK. Donc, les perspectives, un peu pour clôturer sur les attendus de ce protocole de recherche, l'idée c'est de proposer un outil qui soit structurant dès la sortie des urgences, dans l'objectif de réduire en particulier la réitération suicidaire, ce qui devra permettre aux personnes concernées une meilleure identification des ressources par le plan de protection. On espère que ça va permettre une diminution de la fréquentation des services d'urgence au motif d'une crise suicidaire, parce que justement, ils auront identifié des stratégies alternatives. Et enfin, l'idée, voilà, c'est d'essayer de proposer un nouveau référentiel de prise en charge à la sortie des urgences. Si on a encore quelques minutes, et ce sera mes dernières slides, je vous propose de vous présenter simplement quelques slides où on en a un peu des données d'inclusion. Allez, très vite, promis. L'objectif, c'était d'inclure 2400 patients dans ce protocole de recherche. Aujourd'hui, on est à mi-parcours, et c'est plutôt respecté, puisqu'on a, enfin, quand je dis on, c'est surtout les centres, ont réalisé 1200 inclusions aujourd'hui dans le protocole de recherche. Et c'est une performance quand on mesure aussi la difficulté dans laquelle travaillent les collègues dans les services d'urgence. Donc là, c'est les inclusions mensuelles. De façon théorique, on devrait inclure 100 patients chaque mois dans le protocole de recherche. On voit qu'on n'y est pas toujours, mais ça fait partie du jeu aussi, qu'il y ait des moments plus difficiles que d'autres dans les services d'urgence. Et donc, on voit que ça impacte un peu la dynamique. Mais on tient le cap. Voilà. Les principaux centres qui réussissent à faire le plus d'inclusion, c'est Caen, Saint-Étienne et l'équipe de Reims. Et cette dernière slide, c'est pour vous montrer qu'aujourd'hui, on a inclus beaucoup de patients dans la phase contrôle, donc sans intervention, et que petit à petit, en activant les centres, on a maintenant inclus des patients en phase d'intervention avec le plan de protection. C'est plus difficile, on sait qu'on va mettre un peu plus de temps, mais globalement, on arrive presque à 200 patients inclus en phase d'intervention dans le protocole de recherche. Donc je remercie tous les centres qui participent à l'étude et je suis ouvert aux discussions. Merci. Merci beaucoup, Benoît. Vous avez des questions à poser ?